C'est Eric Lesser, l'Allemand spécialiste de ses premiers relais. On a vu Fabien Claude, lui aussi donc positionné dans ce poste qui va lancer son équipe. Du côté des Norvégiens, c'est Alexander Andersen. Et puis vous avez vu ces 4 visages inhabituels puisque les qualifiés pour les Jeux Olympiques sont en stage en Italie à Passo di Lavazze. Une équipe B, on peut le dire, hein, Alexis, pour ces Norvégiens. Oui, justement, ça va être très intéressant de voir la performance des Norvégiens qui sont quand même... Alors qu'on va avoir le départ qui va partir en même temps que mon explication là dans quelques instants. On va avoir une équipe de Norvégiens qui sont les grands déçus de ce début d'hiver puisque c'est les non sélectionnés pour ces Jeux Olympiques. Ils n'ont pas très bien réussi leur sprint. On attendait quand même de meilleures performances de leur part. On pensait en voir au moins dans le top 5. C'était pas le cas. Donc là je pense qu'un petit peu piqué au vif. Ils ont peut-être envie de montrer qu'ils sont capables d'aller chercher un podium. Même si on les annonce comme une équipe B, et ça va être super intéressant de voir leur comportement parce qu'il n'y a quand même pas n'importe qui dans cette équipe de Norvège. On a Johannes Dahle et Bjørn Tegard par exemple, c'est 2 gars qu'on aurait pu avoir sur les Jeux Olympiques. Donc voilà, on va regarder et ça m'étonnerait pas qu'ils aient quand même une petite envie d'en découdre et de prouver à tout le monde qu'ils auraient peut-être eux aussi pu mériter leur sélection olympique. Et justement, vous parlez du sprint, Alexis, un sprint manqué pour quelques-uns d'entre eux, en tout cas aucun top 5. Effectivement, eh bien, le meilleur norvégien sur le sprint, c'était ce premier relayeur, Alexander Andersen. Il a terminé 11e de ce sprint en début de semaine, donc, alors qu'on revoit le coup de canon de Borut Nunar qui a lancé ce relais masculin, donc avant-dernière course pour ces biathlètes, puisque demain, place aux poursuites et on aura double dose de poursuite demain sur la chaîne L'équipe avec la poursuite femme et la poursuite homme au programme. La Chine en dernière position. Là aussi, on travaille bien sûr en vue des Jeux Olympiques. Elle est devant donc Russie, Norvège, l'Ukraine juste derrière le Russe. L'Allemand juste derrière le Norvégien. Et donc vous le voyez, Fabien pour l'instant s'affole pas, il est là. Fabien c'est un gros gabarit costaud, alors que vous voyez l'Italien a eu un petit problème, il a cassé son bâton là. Donc ça va, ça skie très tranquille pour Bormolini qui normalement devrait pouvoir récupérer un bâton. Par contre il faut qu'il le récupère avant la montée, sinon ça va le gêner. On va voir s'il arrive à gérer ça. Voilà, le bâton qui a été cassé. Comme souvent sur ces départs groupé. Alors, est-ce qu'il y a un technicien là ou un coach qui va lui donner du matériel? Ça court là-bas à droite. Je pense que c'est l'Italien qui va venir régler l'histoire. Et cette fois, c'est bon. Thomas Bormolini a donc bien récupéré un bâton. Ce qui est important, c'est que ce soit bien l'un de ces bâtons. Non, c'est le cas. On a toujours... pour ces premiers relayeurs, on a toujours tout au long de la piste des bâtons qui appartiennent à ce premier relayeur, car on sait que c'est sur ce relais là qu'il y a le plus de risques de casse. Allez, Eric Lesser décide de mettre un petit peu de rythme. Pour l'instant on est parti vraiment tout doucement. Il y a eu un autre bâton de cassé apparemment là, derrière ça courait je crois pour la Chine. Allez, ça accélère et c'est là maintenant qu'il va falloir se placer, car on va passer sur une autre physionomie de rythme. Et on revoit, ouais, c'est une chute du dossard 20 avec cette combinaison pour la Bulgarie. On a vu le technicien venir rapidement à la hauteur de l'athlète. C'était pas pour le chinois, c'était bien pour lui. Alors qu'est-ce que ça donne? Eric Lesser qui normalement attend le dernier tour avant de vraiment accélérer. Décide de se placer devant tout le monde. Et Fabien il le sait, il connaît ses adversaires. C'est par rapport à Eric qu'il faut rester bien prudent. C'est par rapport aux Norvégiens, par rapport aux Russes et par rapport aux Suédois. Et puisqu'on parlait des poursuites qui auront lieu demain, Eric Lesser, on le verra aux avant-postes de cette poursuite. Il a terminé 6e du sprint, l'Allemand, avec un 9 sur 10. Et c'est également un client forcément sur ce poste de premier relayeur. Une équipe d'Allemagne bien compétitive malgré l'absence de Johannes Kuhn, toujours à l'isolement à cause du Covid. Benedikt Doll qui a terminé 2e du sprint sera également là. Vous l'aurez compris, hein. 2 top biathlètes qui ont terminé dans la cérémonie des fleurs il y a quelques jours sur le sprint de Ruhpolding sont également au rendez-vous. On suit Pepe Femling pour l'équipe de Suède qui s'est décalée avec sa combinaison jaune à droite de votre écran. Qui réagit comme l'un de ceux qui va jouer le podium. Il vient se replacer alors qu'on voit un Moldave je crois. Non, un Kazakh pardon. Le Kazakh qui essaye de
de venir se mettre devant pour faire un peu le spectacle. Mais là, voilà, normalement, le Norvégien n'est pas censé réagir. Autant le laisser partir, on le sait bien. J'ai beaucoup de respect pour les Kazakhs. Aucun problème là-dessus. Par contre, quand on regarde la composition d'équipe, on le sait, ce sera quasiment impossible pour eux de tenir sur 4 biathlètes. C'est bien aussi de temps en temps qu'il y en ait comme ça qui se fassent plaisir. C'est pas parce qu'on fait partie d'une petite nation qu'on doit toujours rester caché derrière. Par contre, c'est plus aux grosses nations de savoir ne pas réagir. S'il y en a un qui a envie de se faire plaisir, on peut le laisser partir devant. Ça change pas grand chose pour la suite de la course. Et voilà, le Kazakh a montré le maillot. Il s'appelle Alexander Moukhin et on l'a vu être rattrapé juste après cette trace. Donc on a vu la combinaison bleue de Fabien Claude pour l'équipe de France avec toutes ces nations qui sont bien restées aux avant-postes. Fabien Claude, donc il est juste là en 3e position. Il vient de se positionner derrière le Russe Saïd Khalili. La Russie qui aligne elle aussi une équipe qui ressemble pas mal à une équipe type, malgré l'absence de Johannes Kuhn, lui aussi à l'isolement à cause d'un test positif au Covid-19. Il est là, le premier tir de ce relais, c'est un tir couché. Tir parfait pour Fabien là, qui a vraiment été toujours bien placé dans ce premier tour. Il y a quand même un petit peu de vent, donc Fabien, attention, là, il faut réagir. Déjà 2 balles loupées. Et Eric Lesser, lui, va pouvoir ressortir parmi les premiers d'Ossard. Attention, déjà 3 erreurs pour Fabien Claude. Il ne s'agirait pas d'aller sur l'anneau de pénalité. Pour le Russe, est-ce qu'il y aura une erreur? La dernière balle est dure à mettre. Non, il n'y en aura pas. Il va pouvoir ressortir. Une deuxième erreur pour la Norvège. Oui, Fabien, là, s'est fait peur. Il a plus le droit à l'erreur, sinon il va aller sur l'anneau de pénalité. Le vent, en fait, soufflait plus fort que pour les réglages. Il n'a rien fait. Et il y aura un anneau de pénalité pour la France d'entrée. Fabien Claude va ajouter 150 mètres supplémentaires. Oui, ça s'est fait un peu de manière passive, donc on l'a pas trop vu venir, mais il y est bien cet anneau de pénalité. Alors on va avoir en plus 2 derniers tours qui vont être très dynamiques vu que le premier s'est fait tout doucement. Tout le monde a encore de l'énergie et ça va pas être simple pour Fabien. Cette balle est perdue à droite pour le Norvégien. Et Fabien qui a peut-être mis un peu trop de temps avant de réagir, hein, raté déjà 3 balles. Et donc se retrouver avec un peu la corde au cou comme ça qui ne vous laisse plus droit à l'erreur. C'est jamais facile comme genre de situation. Fabien Claude qui est ressorti de son anneau de pénalité. Il a désormais 40 secondes de retard sur Eric Lesser qui lui a été impeccable. Eric Lesser qui est ressorti en tête. On le voit là, Eric Lesser avec son dossard numéro 4. L'Allemand ressorti en tête après ce premier tir. Et puis là c'est dur pour le moral bien sûr de Fabien, mais lui il va essayer de rattraper son erreur. C'est dur aussi pour le moral des équipiers quand on voit comme ça que l'équipe commence mal. Ça vous met un petit coup. Et on le sait, pour le podium pour l'instant c'est loin d'être terminé. C'est la même chose pour la victoire. On a encore le temps de remonter, hein. Finalement quand on regarde bien les choses, il faut presque mieux tourner en tout début de course comme ça. Au moins ça nous laisse encore un peu d'espoir pour une éventuelle remontée. Mais Eric Lesser, lui, il va attendre personne et il va essayer de creuser les écarts. On reconnaît également la combinaison du Russe, celle de l'Italien. Derrière, regardez, il y a un groupe avec des nations très intéressantes, des nations que l'on surveille. En tout cas, on a vu la Norvège dans le même groupe que la Suède et également la Biélorussie. Pourquoi pas voir les Biélorusses performer aujourd'hui après le beau relais du côté des filles. Je suis en train de faire le point sur les équipes dangereuses pour l'équipe de France. Donc on a bien l'Allemagne qu'on avait coché qui est là. Les Ukrainiens, pourquoi pas, hein, s'il y a comme ça plusieurs tours de pénal pour l'équipe de France, ça pourrait leur être favorable. Les Russes sont bien placés. Et je regarde le Suédois, il est là-bas en bas. Donc il a un peu d'avance sur l'équipe de France, mais il n'est pas tout devant. Et il me semble que c'est Fabien qu'on aperçoit sur le plat juste avant d'attaquer cette montée.
Voici le groupe de la Suède avec également Alexander Andersen devant lui pour la Norvège. Emilien Jacquelin, deuxième relayeur pour l'équipe de France, est déjà en train de s'échauffer alors qu'il manque un tir. Hein. On vous le rappelle pour Fabien Claude, ce sera un tir debout et puis un dernier tour sous les yeux de Patrick Favre, l'entraîneur de tir de cette équipe de France. Eric Lesser qui est obligé de changer sa stratégie là dans le relais du jour. Il a souvent tendance, lorsque c'est par exemple Aigret pour la Norvège qui prend le départ, il a souvent tendance à rester bien caché derrière le Norvégien et essayer d'accélérer dans le dernier tour. Là, assez logiquement, il prend les commandes. Alors on va voir ce que ça donne sur cet intermédiaire en termes de retard pour Fabien. Le Norvégien vient de passer avec le Suédois, là ils sont ensemble, on ne l'aperçoit toujours pas Fabien, donc ça va coûter assez cher. Regardez, il était là-haut, en haut de la montée au moment où les autres repartaient dans la descente, donc ça a dû permettre à Eric Lesser de prendre les informations, de se rendre compte qu'il avait pas mal d'avance, et donc Fabien est passé à 32 secondes, vous l'avez dit Anne-Sophie, quand il est sorti du pas de tir, il avait 39 secondes de retard, il en a repris quelques-unes. Un autre intermédiaire en haut de cette montée, le 4.2 qui nous montrera peut-être que Fabien Claude a encore grappillé quelques places par rapport à ce gros peloton de tête où il y a évidemment des nations qui ne vont pas rester en tête de cette course. Vous les voyez, toutes les nations qui sont en train de s'égrener devant vous, hein, ce classement, sans leur faire offense évidemment. Certains ne peuvent pas prétendre au podium avec leurs 4 éléments. On a vu derrière Pepe Femling pour la Suède, toujours là. On va être sur un tir qui va déjà être stressant pour cette équipe de France. On va avoir devant certainement des 5 sur 5, des biathlètes qui vont repartir très vite, donc on le comprend bien. Fabien qui a déjà utilisé le droit à l'erreur du jour de l'équipe de France, va devoir être parfait. Et si il n'arrive pas à mettre ses 5 premières balles du premier coup, enfin ses 5 balles du premier coup, ça va commencer à nous inquiéter un petit peu. Il arrive, ce deuxième tir, il arrive pour la première partie, en tout cas de ces biathlètes, toujours emmené par Eric Lesser qui n'a pris aucun relais dans ce tour. Eric Lesser qui va pouvoir s'installer sur le tapis numéro 1. Et il y aura ensuite un dernier tour, évidemment, une boucle de 2,5 km à parcourir une dernière fois pour ces premiers relayeurs. Vous l'avez vu, les deuxièmes relayeurs sont déjà en train de s'échauffer. C'est le cas d'Emilien Jacquelin. 30 secondes de retard sur le dernier intermédiaire pour Fabien. Sur donc Eric Lesser qui va aller tirer sur le premier tapis. La dernière balle est dehors pour Eric Lesser. C'est donc Thomas Bormolini qui va ressortir le premier pour l'Italie avec Saïd Khalili pour la Russie. Et Eric Lesser va pouvoir les rejoindre désormais. On suit le tir de Pepe Femling alors qu'Alexander Andersen a fait le plein. J'arrive pas à trouver la simulation de la Suède. Mais ça a l'air d'être tout bon pour lui. Non, je sais pas, il y a un problème avec sa simulation. On comprend pas tout ce qui se passe. Donc on va voir à quel moment il ressort. En tout cas, Fabien a fait une belle opération avec une seule pioche. C'est pas mal. Il va quand même revenir et limiter la casse. Est-ce qu'il y aura un tour de pénalité ou pas pour la Suède? C'est peut-être pas sûr. On va voir s'il part. Et qu'est-ce qui se passe pour le Norvégien? Ouais, il y a des choses que j'ai pas compris. Je pense qu'il y a eu une erreur de cible peut-être. Si Tanguy a des informations là sur le pas de tir, nous c'est un peu fouillis. Il y a dû avoir un problème. En fait, on a dû tirer sur sa cible. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il est en train de faire, le Norvégien. Peut-être que le Suédois s'est trompé ou voilà. On va... Et là, sur nos data, Tanguy peut nous donner des informations. On est même en train de nous annoncer que c'est Sverre Aspenes qui est en train de tirer, alors que c'est bien Alexander Andersen, le premier relayeur. Sverre Aspenes, c'est le deuxième relayeur pour cette équipe de Norvège. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Norvège est en train de perdre du temps sur ce pas de tir. Bonne nouvelle en revanche pour l'équipe de France avec Fabien Claude qui est reparti en 18e position, mais avec 30 secondes à peine. Ah, c'est dommage. Il y a de l'incompréhension là de la part des Norvégiens. C'est dommage de voir cette équipe norvégienne qui pouvait clairement jouer le podium. Pour moi, on avait une belle composition d'équipe. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, le Norvégien, il a pas l'air content. Et il y a eu un problème avec la Suède, c'est quasiment sûr, parce qu'il y a eu des
des choses bizarres. Alors est-ce qu'il est tombé avant ou pas? Je ne sais pas, on va essayer de voir si on a loupé quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que, bah, vous l'avez bien compris, la Norvège va être complètement hors jeu. Alors regardez, le Norvégien, il est où? Le Suédois est là, le Norvégien était assez proche de lui. Tanguy Queiroz qui est sur le pas de tir, enfin dans la zone journaliste évidemment, juste derrière la jumelle, là où il passe toutes les avant-courses. Tanguy Queiroz est en train de partir à la pêche aux informations pour nous faire remonter tout ça très rapidement, alors qu'on revoit Alexander Andersen. Oui, c'est bizarre. Son attitude, ça ressemble avec, à ce genre de choses quand on se fait tirer sur sa cible. Vous le savez bien, on a chacun un couloir de tir, on doit tirer sur sa cible. Si on s'est fait tirer sur sa cible, ça peut être gênant. Normalement, on doit s'arrêter, lever la main. Enfin voilà, il y a tout un processus à respecter. Bref, on va, pour l'instant, on attend, Tanguy est en train de se renseigner, on attend qu'il revienne vers nous avec les informations pour nous expliquer ce qui s'est passé. On va se concentrer donc sur ce qui se passe aux avant-postes. Sean Doherty est en train de faire un petit numéro là dans le dernier tour. Il essaye de partir seul devant. Pour les grosses équipes, on a la Russie qui est bien là, l'Allemagne avec Eric Lesser qui a 4 secondes derrière. Et on voit les entraîneurs norvégiens qui, ouais, ça doit pas leur faire plaisir. C'est vraiment dommage de voir comme ça aurait été sympa de voir leurs résultats. Donc on le retrouve, l'Américain, l'Italien, le Russe, le Biélorusse, c'est l'Allemand qui a sauté. Eric Lesser qui en a fait beaucoup dans les 2 premiers tours a sauté, et Fabien c'est quand même plutôt bien replacé en termes de place, surtout il est 14e désormais, il est à 33 secondes, ça peut encore le faire pour l'équipe de France. Et regardez, donc ça c'est les officiels du pas de tir, c'est les responsables de la marque qui équipe les cibles, et les différents bénévoles qui sont censés s'occuper de ça, qui sont en train de discuter. Alexis, on sait qu'il y a des pénalités parfois qui sont ajoutées aux équipes ou même aux biathlètes quand une erreur est faite. Est-ce qu'on peut également dépénaliser les Norvégiens qui auraient commis une erreur contre leur gré? Oui, si ils ont subi par exemple une erreur d'une autre équipe, le Suédois ou un autre, ou s'il y a eu un problème sur la cible, parce que j'accable le Suédois mais il est peut-être pour rien, donc on va attendre de voir. Mais s'il y a eu un problème voilà, mécanique, oui, normalement on enlève du temps. Après là, ce qui est bizarre, c'est que le Norvégien s'est complètement arrêté. Donc en fait maintenant, même si on lui remet du temps, vu qu'il est sorti lui-même de la course, bah, je vois pas trop ce qui pourrait se passer. On va voir, dès qu'on aura des informations de l'IBU. En tout cas maintenant ça semble un peu délicat pour rattraper les choses. Allez, Fabien est là. Sur la gauche de l'écran, il essaye de revenir, il était à 33 secondes. Il va toujours être avec un peu de retard, forcément il a forcé beaucoup dans le 2e tour. Donc il le paye actuellement. Et ça va vite devant. Ça va vite avec toujours Sean Doherty pour les États-Unis. Tanguy Queiroz, vous êtes avec nous. Alors est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé sur le pas de tir pour ce pauvre Alexander Andersen? Ouais, on attend la confirmation officielle de l'IBU, mais apparemment ce qui s'est passé, c'est bien le Suédois qui aurait tiré sur la cible du Norvégien. Le Norvégien du coup n'avait plus de cible pour tirer. Voilà ce qui s'est a priori passé. On attend la confirmation officielle. Un événement donc Alexis qui peut arriver, vous aviez tout de suite eu la réponse. Oui, bah, ça paraissait bizarre avec ce qui s'est passé pour la Suède, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Bon, donc si on fait le bilan de tout ça, c'est qu'on va se retrouver avec une équipe de Norvège out et puis une équipe de Suède out, parce que en fait le Suédois lui va être fortement pénalisé. Il va avoir des minutes de pénalité normalement à cause de son erreur, et sauf s'il a fait tous ses tours de pénalité. En fait, quand on tire sur la cible du voisin, il faut considérer comme une erreur et donc aller faire le tour de pénalité qui correspond à ça. Ça part pour l'Allemagne, mais par contre le Norvégien s'est presque trop arrêté. En fait, il a continué de tirer, il aurait dû vraiment attendre, lever la main, on aurait complètement bloqué son chrono et ensuite on aurait pu le rajouter. Mais là, le fait qu'il soit complètement arrêté comme ça, j'ai peur que derrière ce soit trop délicat de lui remettre du temps. Bon bref, on verra si Tanguy a des nouvelles informations, il nous les donnera. En tout cas, la France passe à 39 secondes et on espère que ça va pouvoir jouer sur une course normale et pour le podium sur cette 2e partie de relais. 39 secondes, vous l'avez dit Alexis, une 14e place pour l'équipe de France. Tout reste à faire pour Emilien Jacquelin. On essaye nous aussi de décanter cet imbroglio entre la Suède et la Norvège et on se retrouve juste après une courte pause. Ne bougez pas. Dominique Vinti
Windisch pour l'Italie est en tête de ce relais masculin. Dans ce groupe de poursuivants, on retrouve donc Émilien Jacquelin. Moins de 30 secondes désormais pour l'équipe de France. Alors que vous le voyez, on continue de discuter entre Norvégiens et Suédois car il y a eu un problème sur le tir debout des premiers relayeurs. Le Suédois Pepe Femling aurait tiré sur la cible du Norvégien Alexander Andersen. Forcément un imbroglio, tout le monde est allé faire un anneau de pénalité. On attend désormais de savoir les sanctions ou pas pour la Norvège et la Suède. En tout cas, la Suède a pris le relais à 1 minute 12 de retard en 19e position. La Norvège, bonne dernière, à 2 minutes 36 de retard sur la tête. Alors, je vais vous rappeler ce qui aurait pu se passer normalement, la réaction qu'on doit avoir dans ce genre de situation. Si le Suédois tire sur la cible du Norvégien, au lieu de tirer sur sa cible, s'il ne s'en rend pas compte, bon bah il s'en rend pas compte et il va passer complètement à côté, il va pas faire de tour de pénalité et il va avoir des sanctions de 2 minutes par balle ratées, parce qu'il n'aura pas fait le tour de pénalité. Si par contre il s'en rend compte, bah, il arrête le plus vite possible de tirer sur la cible du Norvégien et ensuite il va faire les anneaux de pénalité qui correspondent aux balles qu'il a mis chez le Norvégien. Le Norvégien, lui, il aurait dû complètement arrêter son tir, lever la main et dire ok, je peux plus tirer, il y a un problème. Et donc ensuite bah, on aurait enlevé le temps qu'il aurait attendu ce Norvégien. Sauf que là le problème c'est qu'il a continué à tirer. Donc en fait d'accord on peut lui enlever du temps, mais par rapport à quoi, par rapport à qui, c'est un peu compliqué. Et là il risque d'y avoir pas mal de choses en back office comme on pourrait dire, pour essayer de régler ça avec l'IBU, la Suède et la Norvège. Devant c'est Windisch qui s'est installé, c'est le Biélorusse qui risque de ressortir en tête. Ça y est, c'est fait. Ils vont prendre la première place. La France vient de s'installer avec Émilien qui a fait un premier tour très correct sur les skis. Ça y est, Dominique Windisch va pouvoir ressortir à la poursuite du Biélorusse. C'est Dmitri Lazouski qui est ressorti le premier. On suit le tir de l'équipe de France avec Émilien Jacquelin qui a désormais la lourde tâche de faire remonter l'équipe de France. Et c'est bien fait pour Émilien Jacquelin puisque dès le premier tour, Fabien Claude est allé tourner sur l'anneau de pénalité. Ah là c'est excellent ce que vient de faire Émilien. Je trouve que finalement pour sa reconstruction personnelle c'est pas mal qu'il se retrouve dans cette situation où il pourrait être en quelque sorte le sauveur de l'équipe de France. Il est parti avec beaucoup de retard et là regardez, il est désormais 8e, il est revenu complètement au contact du podium, ça c'est super. Il y a encore 2 équipes qui ont un peu de marge devant, mais c'est des équipes qui normalement sur 4 biathlètes sont un tout petit peu moins dangereuses, avec Lazouski et Windisch pour l'Italie et la Biélorussie. Donc là c'est opération excellente pour Émilien qui va se retrouver avec l'Allemand, le Russe et puis bon on le sait normalement la Suède et la Norvège on les a perdus au vol. Donc on ne sait plus trop à quoi s'en tenir pour ces 2 équipes. Mais quoi qu'il arrive, le Suédois, lui, est déjà bien loin. Malgré un très bon tir, vous l'avez vu, le 5 sur 5 qui permet à Anneline de grappiller un peu de temps avec donc cette sortie du pas de tir en 15e position à 1 minute. Tout pile, là on voit les erreurs de Dominique Windisch pour l'Italie qui a perdu l'occasion de repartir en tête. C'est le Biélorusse qui est reparti en tête, mais Dominique Windisch est seulement à 5 secondes. On va la retrouver maintenant, cette piste, avec Émilien Jacquelin, donc à 22 secondes à peine. Je pense que le Suédois a fait les tours de pénalité qui correspondaient aux balles qu'il a tirées à côté, enfin dans la cible d'à côté. Donc peut-être qu'on peut vraiment prendre le temps des Suédois avec 7 minutes de retard, comme le vrai temps officiel qu'ils ont sur cette course. C'est plus pour la Norvège où il va falloir faire attention en fin de course, parce que si tout d'un coup l'IBU décide d'enlever 2 minutes à la Norvège qui a été pénalisée sur ce pas de tir à cause de l'erreur du Suédois, si on décide de leur enlever 2 minutes, ça pourrait tout d'un coup les repropulser sur le podium. Donc il va falloir que dans le dernier tour et même tout au long de cette course, les entraîneurs demandent bien à leurs équipes d'aller à fond de bout en bout. Parce que voilà, les Norvégiens en fait on a l'impression qu'ils sont complètement hors jeu. Mais si l'IBU vient prendre une décision qui leur enlève du temps, à tout moment ça peut les replacer. Et donc ça on va y être attentif. Pour l'instant, les Norvégiens sont sur ce pas de tir tout seuls avec environ 2 minutes 40 de retard. Sverre Aspenes est en train de tirer. Une première erreur, il est allé chercher cette balle de pioche. La deuxième cible, il doit la faire basculer. Il n'y parvient pas tout de suite. Bon, après, même si on leur enlève du temps, c'est compliqué de faire une course comme ça, complètement hors du reste du peloton. Cette fois, c'est bon, il n'ira pas sur l'anneau de pénalité. Il avait une dernière balle de pioche en plus à disposition. Sverre Aspenes, et il va donc ressortir, vous le voyez, avec 3 minutes maintenant. Le temps d'aller chercher cet intermédiaire de sortie du pas de tir.
La Norvège pointe en dernière nation. Il y avait 25 nations initialement au départ, mais les Moldaves sont forfaits pour cette course. C'est donc les Norvégiens qui sont désormais derniers. En tête, on retrouve donc ce duo avec Laszewski et Windisch, alors que Alexander Andersen, justement le premier relayeur norvégien, est avec vous, Tanguy. Alexander, just explain us what happened. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne m'était jamais arrivé avant. Le Suédois a tiré sur ma cible. J'ai d'abord touché la première cible, puis lui la deuxième, moi la troisième. J'ai alors levé le bras. J'ai demandé ce que j'étais censé faire. C'est très confusant toute cette situation. Je ne savais pas si je devais aller sur la note pénalité ou pas. J'ai pas encore parlé à ce qu'on allait faire maintenant. Donc je sais vraiment pas ce qui va se passer maintenant. Thank you for the explanation. Alexander Aspenes qui a fait Alexander Andersen, pardon, c'est Sverre Aspenes qui est actuellement sur la piste. Andersen qui a fait l'amitié donc de venir au micro de la chaîne L'équipe pour expliquer ce qui s'était passé. Et donc on comprend, Alexis, que en fait Suédois et Norvégiens se sont répondus sur la même cible. Oui, c'est le Suédois qui s'est trompé de cible tout simplement. Donc oui, c'est jamais facile de réagir dans cette situation parce qu'il avait commencé de tirer. En fait, quand vous arrivez sur un pas de tir où l'autre a déjà commencé à tirer sur votre cible, c'est facile, vous commencez pas à tirer, vous levez la main, vous attendez. Là, vu que c'était en simultané, malheureusement il n'y avait pas grand chose à faire. Là, c'est vraiment un coup du sort pour les Norvégiens. On espère que de toute façon il va y avoir une réclamation imposée par la Norvège, c'est sûr. On verra ce que l'IBU décide, parce que pour les points nation c'est quand même important, pour les quotas, pour même le général du classement nation si les Norvégiens veulent le jouer sur l'ensemble de la saison. Donc on va attendre de voir la décision de l'IBU. Par contre, moi je suis quand même très triste pour cette équipe norvégienne. Si on prend vraiment les individus qui composent cette équipe, en vrai ils feraient partie de n'importe quelle autre nation. Peut-être qu'ils seraient dans l'équipe A, qui serait régulièrement sur la Coupe du Monde, mais là ils font partie de l'équipe de Norvège. Il y a énormément de bons biathlètes en Norvège, il n'y a que 6 places sur une Coupe du Monde, donc il y en a beaucoup qui se retrouvent parfois bloqués sur la Coupe d'Europe alors qu'ils auraient le talent pour être sur la Coupe du Monde. Et aujourd'hui ils avaient la possibilité de montrer l'étendue de leur talent, ce sera peut-être et du coup pas le cas. Il va falloir apparemment faire sans eux. Allez, le Biélorusse vient de se mettre en tête, mais regardez la course d'Emilien. Attention, l'Allemand vient de chuter. Il n'a pas touché la carabine normalement, mais il a glissé au moment où il allait arriver sur son tapis. Dominique Windisch va ressortir le premier de ce pas de tir, alors que Dmitri Laszewski pour la Biélorussie a fait une erreur. L'Italie est désormais seul en tête. Peut-être qu'Emilien Jacquelin va pouvoir rejoindre tout de suite Dominique Windisch. Oh oui, quel tir d'Emilien Jacquelin qui replace la France sur le podium de ce relais. Avec un super 10 sur 10 pour Emilien sur cette course. Non, il y a eu une pénalité tout à l'heure, je sais plus, mais en tout cas ça fait une très belle course. Bravo Emilien, celle-ci elle est superbe. 12 secondes sur Windisch. Alors Windisch, on va quand même faire attention à cette équipe d'Italie, hein. On parlait de la jeunesse avec Eric Perrault qui avait du talent. Chez les Italiens, il y en a un qui a pas mal de talent et qui nous a bien surpris depuis le début de la saison. C'est Bionaz qui va partir en 3e. Il est très jeune, mais il montre de belles choses. Et puis on finira avec Lucas Hofer tout à l'heure. Donc pourquoi pas voir les Italiens sur le podium aujourd'hui. C'est possible. Et on verra si Emilien est capable de reprendre un peu de temps sur Windisch, qui a donc 12 secondes à la sortie de ce pas de tir. 12 secondes d'avance. Emilien Jacquelin qui replace donc la France sur le podium, alors que Fabien Claude, enfin l'équipe de France à un moment était 23e au classement. Vous doutiez, Alexis, je vous l'annonce, il a bien fait 0 pioche Emilien Jacquelin, et surtout c'est la première fois de sa carrière en relais qui fait ce score de 0 pioche, ce statut de sauveur de l'équipe de France. Vous en parliez dès ses premiers pas sur la piste. C'est vraiment ce qui va se passer aujourd'hui. Ça prouve également que c'est la bonne stratégie pour le staff de le positionner là en 2e relayeur. Oui, moi je trouve que c'est essentiel dans ce biathlon moderne, dans les équipes qu'on a actuellement, d'avoir un 2e relayeur qui est très très fort. Parce que en fait, si on part avec un premier relayeur qui se rate, ça peut arriver en biathlon de se rater, et qu'on a un 2e qui n'est pas capable vraiment de relancer la machine, derrière en fait on reste toujours avec du retard, ça s'accumule, ça continue d'augmenter.
Et même si les deux meilleurs arrivent à la fin, en fait c'est trop tard, on n'a plus l'occasion de remonter. Là voilà, on a Emilien qui arrive en deuxième comme ça. Il est capable tout de suite de combler du temps, de relancer la course et de replacer l'équipe de France complètement devant. Alors qu'on a vu une balle qui était quasiment dehors, qui a basculé. Par contre celle-ci est bien dehors pour le Biélorusse. On voit les impacts de ces balles, il a dû passer par plusieurs balles de pioche. Il reste quand même Lazouski dans les skis d'Emilien. Normalement ils vont faire le dernier tour ensemble, mais oui, moi je trouve que voilà, ce poste pour Emilien de deuxième, il est super, il lui va très bien par rapport à ses capacités et par rapport aux forces dont on dispose en équipe de France. Effectivement, le Biélorusse et le Français sont donc désormais sur la piste avec l'Ukrainien et le Russe. C'est un groupe de 4 poursuivants à la poursuite de Dominique Vindisch, 13 secondes de retard sur l'Italien qui est seul. Vous avez vu également le tir de Jesper Nelin pour la Suède ressortie 16e de ce tir. Et justement, pour revenir sur cet imbroglio, décidément je vais arrêter de dire ce mot parce que j'y arrive pas, entre la Suède et la Norvège que l'on voit à l'image. Pepe Femling, premier relayeur pour les Suédois, c'est lui aussi arrêté au micro de Tanguy, écoutons-le. Hi Pepe, apparently you crossed fire with the Norway. Can you explain vous avez tiré sur la mauvaise cible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas vraiment ce que j'ai fait. On était sur la cible 18 et 17. I thought I know which lane I was shooting at, but I made 3-4 fast hits, and before I realized that it was wrong lane. Et j'ai tiré sur la mauvaise cible. J'ai tiré 2 ou 3 fois avant de réaliser que j'étais sur la mauvaise cible. Not planned. Thank you for the explanation. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Bon bah le mea culpa, donc au micro de la chaîne L'équipe de Pepe Femling, le Suédois. Oui, alors très clairement, c'est pas le premier à qui ça arrive, mais ce sera pas le dernier. On a vraiment des cibles qui sont quand même assez proches les unes des autres. Et en fait, quand vous vous installez sur le tapis, avec les émotions, l'intensité de l'effort et le stress, il peut y avoir une perte de lucidité. Si à ce moment-là, vous mettez pas correctement en position, attention Emilien qui essaie de passer mais qui est bloqué par l'Ukrainien. Si vous ne vous mettez pas en position correctement, vous pouvez vous retrouver avec un décalage au niveau de votre visée qui vous emmène sur la ligne d'à côté. On a des couloirs de tir qui sont normalement assez bien matérialisés, mais ça peut quand même arriver comme ça de passer au-dessus et de ne pas voir qu'on tire sur la mauvaise cible. Donc il s'en est rendu compte, il a changé, par contre ça a pénalisé les Norvégiens. Et c'est pour ça qu'il va falloir être prudent sur les résultats officiels de cette course, car c'est sûr qu'à un moment donné, normalement, on va enlever du temps à la Norvège. Et on verra à quel moment on va le faire et surtout combien ça va les replacer sur le classement final. Un petit astérisque est apparu à côté du nom de la Norvège sur nos tablettes. Oui, ils vont leur enlever, ils vont leur enlever du temps. Il va juste falloir maintenant savoir s'ils leur enlèvent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes. Allez, Emilien qui essaie de passer pour se remettre juste derrière l'Italien en deuxième position. Bravo Emilien pour cette super course qui fait plaisir. Elle est chouette celle-là. Elle va certainement lui redonner un peu le sourire et puis de la confiance juste avant de faire la poursuite demain. Emilien Jacquelin qui pour l'instant fait forte impression. On va avoir d'autres champions de sport d'hiver tout au long de la journée sur la chaîne L'équipe, notamment avec le ski de boss et Perrine Lafont, Tess Le 2 en slopestyle. Ça c'est au programme de la station L'équipe à partir de 17 h, juste après ce relais masculin donc où la France est bien placée. La France est sur le podium avec le départ d'Éric Perrault. Bien là, au retour de la pub, à tout de suite. De retour à Ruhpolding pour ce relais masculin qui décidément tient toutes ses promesses. Enfin, encore plus, énorme quiproquo entre la Norvège et la Suède. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, résultat, eh bien, les Norvégiens, on leur a enlevé tout le temps de retard qu'ils avaient, 2 minutes très exactement. Ils sont actuellement physiquement sur la piste 24e, mais sur le tableau de nos datas, sur nos datas, ils sont en 15e position de cette course. Ils sont physiquement à 3 minutes 23 de retard, mais sur nos datas, ils sont affichés à 1 minute 23 de retard. Voilà, on leur a donc enlevé 2 minutes de pénalité. Oui, 2 minutes de pénalité.
C'est bien d'avoir enlevé comme ça tout de suite du temps, ça nous permettra d'avoir plus de visibilité sur cette course. Mais malheureusement les Norvégiens, ça les a quand même bien sortis de ce combat qui se passe à l'avant sans eux. Et devant on a de la jeunesse avec Bionaz et Perrault pour l'équipe de France et l'équipe d'Italie. On a de l'expérience avec Loginov et Varabey. Juste derrière il y a Bénédicte Doll. On va voir comment ils se comportent ces deux jeunes qui eux pourraient bien tenir les podiums dans quelques années. Bionaz il a montré pas mal de fois des super résultats sur ce début de saison. Et Eric, on en a beaucoup parlé sur l'avant-course, les premiers tirs, Loginov en tête. Alexander Loginov va ressortir en même temps que la Biélorussie et que l'Ukraine. Eric Perrault, il lui manque 2 cibles à aller chercher. Alors Eric qui a mis beaucoup de temps à tirer sa première balle, mais je trouve que c'est intéressant justement, il s'est pas fait prendre par le rythme. C'était peut-être un tout petit peu trop long, mais globalement il a voulu rester concentré. On voit les deux jeunes donc, qui ont du mal là. Que ce soit l'italien ou le français, ce serait bien qu'Eric la mette tout de suite celle-ci. Et c'est fait, il vous a entendu Alexis. Eric Perrault, il l'a mise sa 2e balle de pioche. Il va pouvoir ressortir donc avec Didier Bionaz, l'italien. On suit le tir de Bénédicte Doll pour cette équipe d'Allemagne, l'équipe de France désormais qui est à 25 secondes de la tête. Allez Eric, il faut essayer de se remettre dans les skis de l'italien. Là il va falloir accepter de digérer un petit peu ce retard. Ça risque de s'accroître avec Loginov, le russe qui est devant. Peut-être que Varabey et Timbal vont essayer de suivre le russe. On voit que les Allemands sont derrière pour l'instant, donc on peut largement croire à ce podium pour l'équipe de France. Le Suédois s'installe. Le Norvégien Johannes Dahle est passé 14e à 1,18. C'est ça aussi qui nous intéresse pour le retard. On voit que la France est à 25 secondes. 1,18, ça veut dire que voilà, dans 10 secondes, on pourrait considérer que les Norvégiens sont ressortis. Et on est obligé d'attendre à chaque fois qu'ils passent sur les temps intermédiaires pour que le chronomètre leur retire ensuite ces 2 minutes de trop. Martin Ponsiluom a eu besoin d'une seule balle de pioche pour aller chercher ses 5 cibles. Il va donc ressortir avec 1 minute 30 environ de retard sur la tête. C'est donc le russe Alexander Loginov qui est ressorti, mais il n'est pas ressorti tout seul. Il est ressorti avec Maxime Varabey pour la Biélorussie. On va les retrouver sur la piste, mais avant, regardons plus précisément l'impact des balles du russe. C'est vraiment une mitraillette sur ses tirs couchés au niveau de l'enchaînement entre ses balles. Loginov, ça va très très vite. Il arrive à enchaîner les balles à une vitesse folle. Et en plus, c'était un bon tir. La plupart des balles étaient vraiment largement dans la cible. Il y en a une qui est un petit peu sur la gauche, je crois. Mais sinon, globalement, c'était très bon. Et c'est sûr que là, quand on se retrouve avec le biathlète qui va quasiment le plus vite de la Coupe du Monde en couché et qu'on s'appelle Eric Perrault, qu'on fait notre premier relais, ça fait bizarre au niveau de cette première balle. Très belle image avec beaucoup de bleu, vous l'avez constaté, des combinaisons qui se ressemblent, mais Eric Perrault était bien au premier plan et donc la France est ressortie en 5e position à 25 secondes à peine et dans un duo intéressant pour Eric Perrault. Il est avec Didier Bionaz, l'italien. On continue de suivre évidemment Johannes Dahle parce qu'on vous le répète. Mais voilà, faut bien toujours penser à enlever ces 2 minutes. Voilà, sont retirés de son chrono. Alors qu'est-ce que ça donne pour Johannes Dahle? Pourquoi pas essayer de remonter dans le top 5 en fin de course, c'est possible là, actuellement pour eux. C'est très bien fait là pour Johannes Dahle, beaucoup de calme, de sérénité. On va voir ce que ça donne quand il va couper la ligne.
Ça va toujours être à peu près 1 minute 20, 1 minute 25 de retard pour la Norvège. On surveille, c'est évidemment à gauche de votre écran. En haut à droite, on va voir la petite tête d'Emilien Jacquelin apparaître parce qu'il est avec vous, Tanguy et Pierre. Ouais, Emilien, on va essayer de parler de biathlon parce que c'est assez confus là ce qui se passe sur cette course. Vous l'avez peut-être entrevu avant de prendre votre relais, les Norvégiens et les Suédois qui ont croisé leur tir. Vous, ça s'est bien passé au pas de tir. Je crois que c'est la première fois depuis que vous faites des relais que vous faites aucune pioche. Et en plus, vous avez le meilleur temps de ski de tous les athlètes qui étaient avec vous. Ouais, c'est la première fois sur un relais masculin. Après, ça m'était arrivé l'an dernier sur le single mixte sur Oberhof avec Julia Simon, où il y avait 4 tirs en plus à faire. Je suis très content parce que je vous cache pas que ces derniers temps étaient compliqués mentalement pour moi. Je me suis posé beaucoup de questions, je me suis vraiment remis en question et voilà, la meilleure manière que j'avais de bien faire aujourd'hui, c'était de faire les choses à ma manière et revenir à l'essentiel. Vous avez mis Éric Perrault dans la meilleure des situations possibles. C'était il n'y a pas si longtemps, vos premiers relais. De quoi vous vous souvenez de ces premiers relais et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Mon premier relais, je me souviens très bien. C'était ma première année en Coupe du Monde il y a 4 ans. C'était quelques semaines avant les Jeux Olympiques. Un relais avec Jean-Guillaume Béatrix, Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet. Il y avait beaucoup d'appréhension. Je partais en 3e position. Et je crois que je fais un relais à 1 pioche ou 2 pioches. Il y a beaucoup d'excitation de faire partie d'un relais national. C'est toujours un privilège, une fierté. Il faut savoir honorer le fait d'avoir cette place. Éric a énormément de qualités. Je trouve que voilà, c'est quelqu'un de très calme, très posé, qui sait ce qu'il a à faire pour être performant en termes de biathlon. Voilà, pour son âge, il fait déjà preuve d'une belle maturité. Alors, il y aura des hauts, des bas, mais je pense qu'il va grandir et aller loin, c'est indéniable. Merci Emilien. Aller loin pour Éric Perrault, on l'attend sur ce pas de tir dans quelques secondes. Maintenant, il était à une vingtaine de secondes de retard de ce duo là que l'on voit en tête de cette course, la Russie et la Biélorussie sur leur tir debout. Et attention, on est déjà avec le 3e relayeur. La Biélorussie peut clairement faire un coup parce que derrière on va terminer avec Smolski. On sait de quoi il est capable en ce moment. Si le Biélorusse arrive à rester en tête, c'est peut-être eux qui vont aller la chercher la victoire aujourd'hui. Ça, ce serait un énorme coup de la part de cette équipe. Loginov est parti à la faute, pourquoi pas donner de l'espoir à ceux qui vont arriver ensuite. Mais on est déjà quasiment sur la fin de ce relais. Il y a un problème au niveau du réarmement pour le Biélorusse, mais il a réussi à fermer sa culasse. Alexander Loginov va pouvoir ressortir. Et bien voilà, toujours avec Maxime Varabey, ce relayeur biélorusse. Ils sont toujours au coude à coude sur cette piste. L'Ukrainien pour encore croire au podium. Oui, Timbal va être le 3e. Et désormais, on attend le tir d'Éric Perrault. Allez, l'Allemand est revenu. Éric va devoir piocher une fois. L'Italien, ce sera la même chose. On va perdre un peu le contact avec le podium. Il reste plus beaucoup de place pour essayer de remonter. Il n'y aura plus que Quentin. Ah, dommage, celle-ci, il pensait l'avoir mis. En plus, Éric, il a essayé de repartir, mais elle n'était pas dedans. Didier Bionaz, l'Italien, va pouvoir ressortir avant le Français. Cette fois, c'est bon pour Éric Perrault qui va toujours être avec le Canadien Jules Burnott. Avec 40 secondes de retard à peu près pour Éric. Allez, c'est parti. On va essayer de limiter la casse dans ce dernier tour. Les Suédois arrivent, les Norvégiens sont toujours à peu près à la 10e place avec une 31 de retard. Et donc, ouais, je le disais, hein, maintenant on va se retrouver sur une configuration où clairement la Russie et la Biélorussie pourraient se battre pour la victoire. Ça laisse plus beaucoup de possibilités pour l'équipe de France. C'est encore possible, mais ça va être en fonction du résultat des adversaires et pas uniquement en fonction du résultat de Quentin. Ah, c'est vraiment dommage cette dernière balle pour Martin Ponsiluoma, lui qui était si bien parti dans ce tir debout. Cette fois la cible a bien basculé, il va donc pouvoir ressortir, mais vous allez le constater, il va être seul sur cette piste. Martin Ponsiluoma avant de donner le relais à Sebastian Samuelsson pour la Suède, cette Suède championne olympique en titre. Oui, on va terminer fort avec la France pour Quentin et avec la Suède pour Samuelsson, mais on le voit bien, on est sur un pas de tir où aujourd'hui ça tire bien, on est sur une piste où les écarts sont difficiles à creuser, donc même si on fait partie des 2-3 meilleurs du classement général de la Coupe du Monde, pas simple de remonter un retard de 40 secondes ou plus.
Il s'est fait peur, Loginov, il n'a pas fait un super tir, mais voilà, il arrive quand même malgré tout à rester au contact du Biélorusse. Vous allez voir, le Biélorusse, il a du mal à fermer sa culasse. Il va carrément taper avec sa main pour que ça s'enfonce bien. Là, c'est maintenant. Évidemment, il en a marre. Et là, paf, tac, il la ferme au burin. Et là, il valait mieux qu'il la mette du premier coup parce qu'on ne sait pas s'il aurait réussi à la rouvrir ensuite. Elle a été bien dedans et les Biélorusses sont donc deuxième au contact de la Russie, en train de jouer la gagne. On continue toujours de suivre cette équipe de Norvège qui physiquement est à cette position-là de la course, mais sur nos datas qui remontent, on vous le rappelle, 2 minutes de pénalité qui sont enlevées à cette équipe de Norvège. Si vous n'étiez pas avec nous en début de course, eh bien le deuxième tir de cette course, le premier tir de Boudet, premier relayeur, a été croisé entre les Suédois et les Norvégiens. Gros quiproquo entre ces deux nations et donc finalement eh bien, on accorde à la Norvège 2 minutes de moins que ce qui est affiché en ce moment. Ouais, mais là ça va pas dans la bonne direction pour Johannes Dahle. Il y avait peut-être une petite porte pour se remettre dans le top 5 avec ces 2 minutes enlevées, mais avec 2 pioches de plus. Ça va pas faire les affaires de la Norvège, ils vont continuer à prendre du retard et là on va se retrouver aux alentours de... En plus il va aller sur la note pénalité peut-être le Norvégien. On va se retrouver aux alentours de 1 minute 40, 1 minute 45 de retard, ça va faire un peu trop, même plus. Attention, il faut absolument mettre cette dernière balle au risque d'aller sur la note pénalité. Non, il l'évitera ces 150 mètres supplémentaires. Johannes Dahle, il va pouvoir repartir tout de suite sur cette piste. Elle n'est pas simple à vivre cette course pour la Norvège. Alors, on en est où de ce retard officiel? Donc, et on va attendre qu'il passe l'intermédiaire. Ça va nous le replacer 10e normalement. Pas. Il est 11e à 1,55. Johannes Dahle, ça fait beaucoup. L'Allemand lui est en train de doubler l'Ukrainien, donc ça veut dire qu'il se replace 3e. Et devant eux, ils sont toujours au coude à coude. Alexander Loginov et Maxime Varabey, respectivement pour la Russie et pour la Biélorussie. Toujours donc 2 nations en tête. On vous le dit hein, que l'équipe de France, Éric Perrault, il est ressorti de son tir avec 42 secondes de retard sur ce duo. Mais entre les deux, il y a donc Bénédicte Doll qui s'est remis sur le podium. On l'a vu sur l'image précédente. Bénédicte Doll, il va donner le relais à Philippe Navrat. Alors, est-ce que Tsimbal a toutefois réussi, l'Ukrainien, à rester dans les skis de Bénédicte Doll? C'est ce qu'on aimerait bien voir sur le plan suivant. Pour l'instant, la réalisation reste sur ce duo en tête de cette course qui va revenir dans le stade pour donner le relais. Et si la Biélorussie allait gagner ce relais masculin, alors là, ce serait quand même une bonne sensation. En plus le Russe est carrément en retard là pour aller prendre, ouais, il va falloir se dépêcher. Il était déjà chaussé heureusement pour lui, mais il a failli louper son relais le Russe. Donc là c'est pas super au niveau de sa stratégie pour se préparer. Face à lui en plus c'est Smolski qui est super en forme au niveau individuel en ce moment. J'espère qu'il a quand même ses skis courses le Russe, sinon ça va être difficile de suivre le Biélorusse sur la piste. Mais là clairement, si je devais parier à ce moment de la course, je parierais presque sur la Biélorussie. Victoire de la Biélorussie chez les hommes, je pense qu'il faut remonter avant de la trouver celle-ci. Anton Smolski qui a terminé sur le podium du sprint est donc désormais sur la piste. On se demandait si l'Ukrainien avait réussi à rester dans les skis de l'Allemand. Et bien voilà, vous avez la réponse. Non, Bénédicte Doll a été trop rapide et il lance donc Philippe Navrat bien installé sur ce podium. Mais attention, il reste encore tout ce dernier relais à faire. Et derrière Philippe Navrat, il va donc y avoir du monde avec Anton Doutchenko. Le voici pour cette équipe d'Ukraine. Et on attend l'équipe de France. La voici, la combinaison bleue de l'équipe de France. Alors c'est la deuxième combinaison bleue. D'abord c'est celle de Didier Bionaz qui va donner le relais à Lucas Hofer. Les Canadiens sont là et l'équipe de France est donc en 7e position. Quentin Fillon-Maillet, leader du classement général, doit mettre la France sur le podium maintenant. Ça va pas être facile. Bien sûr il va falloir que Quentin aille faire une course exemplaire, une course parfaite, pas le droit à l'erreur pour lui. Mais il va aussi falloir, en tout cas pour ceux qui supportent l'équipe de France, qu'il y ait des erreurs chez les autres parce que sinon il n'y aura pas la place pour revenir sur ce podium. On voit qu'il y a des écarts qui sont importants. Mais on le sait, en biathlon, hein, il peut y avoir beaucoup de pression. C'est un peu en plus n'importe quoi ce relais avec donc le Suédois qui a tiré sur le Norvégien. Mais il a bien fait tous les tours de pénalité qui correspondaient à ses erreurs. Donc il n'y aura pas de pénalité supplémentaire pour eux.
On a ensuite ce Russe là qui est parti avec limite du retard. Apparemment d'après Tanguy pas les bons bâtons. Donc on verra ce que ça donne pour lui. Et assez logiquement Smolski vient se placer devant. Vous vous demandiez, Alexis, à quand remonter la dernière victoire biélorusse sur un relais masculin? Eh bien, il suffit de demander à notre statisticienne Garance Ferro qui est en régie et qui a donc regardé. Eh bien, il faut remonter en 2004. Où? Ici, à Ruhpolding. À quelle date? Un 15 janvier. Décidément, l'histoire serait belle si ça se répétait pour cette équipe de Biélorussie. 18 ans, jour pour jour. Donc, pour l'instant, c'est cette équipe biélorusse qui est en tête du relais. Ah, ce serait donc que ce soit exactement comme ça, 18 ans jour pour jour après. Ah, ils font une belle course, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon, Smolski au niveau individuel chez les Biélorusses, on a vraiment Smolski qui lui est fort. Après c'est un peu plus difficile pour le reste de l'équipe. Et là on a une super course collective de la part de tous ces Biélorusses, donc on a presque envie que ça se termine bien pour eux. Après bien sûr nous on a envie de voir l'équipe de France revenir à un moment donné, mais bon, faut aussi accepter les belles performances des adversaires et nous ça a commencé difficilement. Derrière Emilien fait une super course. Après Eric a fait ce qu'il a pu avec son expérience et voilà, il s'est pas si mal débrouillé que ça pour une première en Coupe du Monde sur un relais. Et ce sera peut-être un peu juste pour Quentin. En tout cas Quentin a réussi à doubler le Canadien. Il est revenu sur Lucas Hofer. Là il est en mode remontée pour l'instant le Français. Lucas Hofer qui reste dans les skis de Quentin Fillon-Maillet. En revanche, vous l'avez vu, c'est Scott Go qui n'a pas réussi à tenir le rythme, le Canadien. Pourtant, ces trois nations étaient parties avec sensiblement le même écart. Allez, avec 2 secondes près dans cette zone de passage de relais. Alors au niveau des écarts, on va y regarder ce que ça donne sur le podium. C'est par rapport aux Allemands qu'il faut donc regarder pour l'équipe de France. L'Allemagne est à 27 secondes, l'équipe de France à 52 secondes. Le Polonais lui va se faire prendre un tour. C'est bien la Biélorussie et la Russie qui sont ensemble devant. Et Smolski face à Tsetkov, normalement, avantage à Smolski en ce moment. Tsetkov est un peu moins bon qu'il y a quelques saisons, mais là aussi c'est quand même un biathlète d'expérience qui est capable sur un relais comme ça d'aller chercher de bonnes choses. Ça passe toujours avec presque 30 secondes de retard pour l'Allemagne. Vous êtes au cœur de 13 heures de direct sur la chaîne L'équipe et il faut dire que cette journée a vraiment commencé sur les chapeaux de roue avec ce relais masculin assez incroyable. 13 heures de direct. Pourquoi? Je vous donne la suite du programme. À 17 h, la station L'équipe. On retrouvera Perrine Lafont évidemment en ski de boss et également Tesla 2 en slopestyle. Beaucoup d'espoir sur les épaules de nos deux Françaises. On va continuer à les suivre alors qu'on voit le passage de relais pour cette équipe de Norvège. Et puis ensuite, il y a du foot sur notre antenne. Le multiplex Ligue 2 avec Karine Galli. La Coupe d'Espagne avec les 8e de finale. Le derby de Séville pour Bertrand Latour. Et puis, on est à un mois du Super Bowl et les playoffs de football américain commencent dès ce soir 23h30 avec Peter Anderson. Soyez bien là, je vous avais prévenu, c'est 13 heures exceptionnelles et elles commencent vraiment d'une façon remarquable avec ce relais où on attend l'équipe de France sur le pas de tir. Il reste 2 tirs, un tir couché, un tir debout et voici donc le premier d'entre eux pour les premiers biathlètes dans ce relais, le Biélorusse et le Russe. Un tir qui devrait normalement, au vu des conditions, bien se passer. Mais on sait jamais. Est-ce qu'il y en a un qui va ouvrir une porte? Ça tire très vite pour le Russe en tout cas, qui met la pression à Smolski, qui se fait surprendre, qui rate cette première balle. Tsetkov est bien rentré dans ce duel là. Et il va en ressortir assez facilement, le premier. Ouais, là il a vraiment bien joué Tsetkov, qui est resté prudent tout le premier tour derrière Smolski. C'était pas lui qui était le favori entre les deux, mais par contre il a vraiment été parfait sur cette attaque. C'est vraiment sur les premières balles que ça s'est joué. Allez, Smolski s'est bien repris et va donc pouvoir ressortir à la poursuite de Tsetkov, le Russe qui a tiré plus rapidement que lui et à ses trousses, beaucoup plus près que tout à l'heure. Il va y avoir Philippe Navrat parce que l'Allemand a fait un super tir. Allez, là il faut vraiment que Quentin aille chercher le 5 sur 5. Est-ce que vous le voyez? Pour l'instant ça ne s'ouvre pas, il reste plus qu'un tir.
Et il faudra être au contact pour essayer d'en profiter si l'un de ceux qui sont devant se rate sur le dernier tir. Ah, elle est dehors, la dernière balle pour Quentin Fillon-Maillet. C'est Lucas Hofer qui va ressortir tout seul. Attention à l'Ukrainien. En plus, il avait tout enlevé, Quentin. Il avait enlevé sa bretelle. Il pensait l'avoir mise dedans. Donc vous avez vu, il a dû tout rouvrir. Il a dû remettre sa bretelle. Ça lui fait perdre 5-6 secondes de plus. Elle est ratée. Ouais, dommage. Là, il l'a bien compris. Je pense qu'il a loupé le coche, Quentin. Là aussi, il avait déjà fermé son clapet. Et là, ça va être compliqué parce que même si ça s'ouvre devant, il y aura Lucas Hofer et Dudchenko qui seront là pour essayer d'en profiter. Et juste derrière, Sébastien Samuelsson, lui aussi a une lourde mission pour son équipe. Grappiller le maximum de place. Sa dernière balle, elle est bien dedans à Sébastien Samuelsson. Il va ressortir avec 1 minute 30 de retard sur la tête de cette course. Toujours Maxime Tsekov. Donc vous avez vu ce petit regard en haut à gauche pour voir l'écran géant et voir l'écart avec la tête. Et bien voilà, 1 minute 32 très précisément, 1 minute 17 pour Quentin Fillon-Maillet, pour l'équipe de France sur la tête de cette course. Et la France et la Suède qui vont avoir la pression de la Norvège qui pointe actuellement 30 secondes derrière eux. Donc sur le dernier tir, il va pas falloir hésiter. Donc je vous l'avais dit, peut-être que sur ce dernier tir on va avoir une ouverture. Pour l'instant ils sont 3 devant avec Tsekov qui a 18 secondes d'avance sur Smolski. Smolski, pas dit qu'il soit capable de reprendre grand chose sur la piste, on va voir ça tout de suite. Navrat pour l'Allemagne est juste derrière le Biélorusse à seulement allez, on va dire 7 secondes. Et puis ensuite on pourrait se dire voilà, ils sont 3 devant, à un moment donné ça peut craquer. Ça pourrait permettre à celui qui est 4e et celui qui est 5e de remonter. Bah oui, pourquoi pas, c'est Lucas Hofer et Dudchenko. Il y a le Canadien également. Et Quentin va arriver ensuite. Donc peut-être qu'il ne restera plus que des miettes au moment où Quentin commencera son tir debout. On verra ça. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que c'est un relais qui est vraiment intéressant pour cette équipe de France. Ça met Emilien et Quentin dans des situations particulières. Ça leur permet d'apprendre. Bien sûr, on a envie de jouer le podium et la victoire à chaque fois. Mais là, Quentin, certainement qu'il a appris de belles choses là en voulant repartir un petit peu trop vite. Philippe Navrat, encouragé par son coach, vous l'avez deviné, entre Navrat et Tsekov, il y a bien sûr la Biélorussie d'Anton Smolski. Navrat est là pour l'Allemagne. Lui, il a vraiment le Biélorusse en point de mire, donc ça va certainement le motiver pour essayer de reprendre les quelques secondes de retard qu'il a sur lui. Et Tsekov, vraiment, j'ai été complètement admiratif de son entrée dans son tir couché. Après, Tsekov, du coup, il va arriver avec de l'avance, seul devant pour ce dernier tir. C'est peut-être là que ça va être plus compliqué au niveau des émotions. La dernière fois que Maxime Tsekov a participé à un relais masculin avec cette équipe russe, eh bien, il s'était imposé. C'était en janvier 2019 à Oborov et c'est donc la dernière fois que les Russes se sont imposés sur un relais masculin. Est-ce que l'histoire va se répéter ? 3 ans après, eh bien, il va falloir attendre un dernier tour. Déjà à la fin de celui-là, un tir et puis un dernier tour. Alors que derrière, est-ce que cette image écrase ou pas? Il y avait 7 secondes d'écart entre Anton Smolski et Philippe Navrat à la sortie du tir couché. Il y aura moins normalement. Il est juste derrière l'Allemand. Il faut qu'il fasse attention maintenant Navrat là de bien souffler parce qu'il a fait un petit effort pour essayer de rentrer sur le Biélorusse. Il faut digérer ça avant d'arriver sur le pas de tir. Juste derrière on aura Lucas Hofer mais quand même avec 20 secondes de retard. C'est ça l'objectif pour les 3 premières équipes, c'est vraiment bien sûr d'essayer de jouer la victoire si c'est possible mais en même temps d'assurer pour rester sur ce podium et pas laisser d'espoir à Lucas Hofer qui va arriver ensuite. Il vient de passer à 51 secondes Lucas Hofer l'italien. J'aperçois en bas là sur une autre caméra Quentin qui lui va venir sur l'intermédiaire en 5e position. Mais la réalisation ne se décide pas à nous montrer la suite de cette course. Pour l'instant, on est concentré sur ce podium sur lequel figure donc pour l'instant l'Allemagne à domicile. Mais en première position, il y a bien cette équipe russe avec Maxime Tsekov qui arrive sur son dernier tir. Le tir debout qui pourrait donc offrir
à toute cette nation, ce staff et ses coéquipiers que l'on a vu à l'image. La victoire, la première depuis janvier 2019. Décidément sur ce tir il s'en passe des choses. Vous l'avez vu, il a coincé une balle, le russe. Pour l'instant ça ne devrait pas le gêner. Quel sang-froid, les 5 cibles ont basculé et la victoire, elle sent bon pour cette équipe russe, sauf si on a des tirs mitraillettes derrière et pour l'instant c'est bien parti. Smolski qui repart à la faute encore une fois, ça devrait pouvoir permettre à l'Allemand de repasser devant. Allez, va-t-il la mettre ou va-t-il donner espoir à Lucas Hofer? Mais vous le voyez, hein. Même si Telaya est là, voilà, il reste déjà plus rien pour le podium. C'est terminé. Ça se fera avec l'Allemagne, la Russie et donc la Biélorussie. Eric Lesser et Roman Ries au bord de la piste qui sont en train d'encourager Philippe Navrat qui va partir sur son dernier tour. Donc avec 7 secondes d'avance sur Anton Smolski, le Biélorusse. Les places d'honneur désormais, pour qui seront-elles? Cette 4e place pour l'Italie, oui, ça semble fait pour Lucas Hofer qui va pouvoir ressortir devant Quentin Fillon-Maillet et devant l'Ukrainien Anton Doutchenko. C'est beau ce qu'a fait Lucas Hofer, un super tir. Il se retrouve petit à petit l'Italien, lui qui était blessé en début de saison. Allez, de la confiance pour Quentin Fillon-Maillet avant la poursuite de demain. Il s'élancera en tête pour le podium. Malheureusement, le podium du jour aujourd'hui du relais, vous l'aurez compris, c'en est terminé pour l'équipe de France qui va très certainement terminer 5e de cette course. Vraiment, par contre, qu'est-ce que c'est beau de voir Quentin sur ses tirs debout là. On a l'impression que rien peut lui arriver, alors que pour Samuelsson, ça a mal commencé. Il a décidé de se repositionner au niveau de ses pieds. Décidément pour la Suède, la Norvège, ouais, il y aura eu du bon, du moins bon. Mais à aucun moment ils auront réussi à se remettre de cette erreur des premiers relayeurs. Pourquoi pas un anneau de pénalité pour Samuelsson. Allez, il va falloir qu'il la réussisse celle-ci. C'est bon. Il évite 150 mètres supplémentaires, Sebastian Samuelsson, mais c'était clairement un cauchemar, hein, ce relais pour cette équipe de Suède avec l'erreur d'entrée de Pepe Femling qui a tiré sur la cible du Norvégien Alexander Andersen. Si vous n'étiez pas avec nous pendant le début de cette course, évidemment on vous réexplique tout dans le débrief. On va se retrouver en plateau autour de Mesut Benterki et de Marie-Dora Humbert pour débriefer cette course. Vous ne louperez rien, mais avant il y a donc ce dernier tour avec Philippe Navrat à l'image pour aller chercher la 2e place. J'ai beaucoup aimé la stratégie de course de Tseikov sur cette course. Alors attention, hein, parce que Navrat n'est pas loin, il est un peu plus puissant. On est sur une piste où il peut y avoir des moments où ça peut être à l'avantage de l'Allemand. Pour l'instant ça tient encore avec 6 secondes d'avance qui sont en faveur du Russe. Il faut vraiment que le Russe tienne dans la montée suivante pour ne plus redonner d'espoir à Navrat qui est revenu fort sur le début du tour. Et je disais, Tseikov, j'ai beaucoup aimé sa tactique. Il était face à Smolski qui en ce moment est très en forme, qui est super bien classé au niveau du classement général individuel. Mais il n'a pas eu peur, il a attaqué sur le pas de tir. Alors l'Allemand, c'est là qu'il doit revenir à moins de 3 secondes s'il veut faire peur aux Russes. Il y avait 12 secondes d'écart à la sortie du pas de tir. On a vu au dernier intermédiaire, il a déjà réduit cet écart de moitié. Oui, vraiment sur la partie vallonnée plate qui correspond bien à ses capacités physiques, il a été capable de reprendre beaucoup de temps. Par contre là on est sur des montées, c'est un peu différent pour lui. Il risque d'en manquer un tout petit peu là, ça aurait été bien d'être 2 secondes devant. Parce qu'ensuite on va arriver sur un plat montant et clairement, normalement l'Allemand est plus puissant sur ce plat montant face aux Russes. Mais même s'il reprend 4-5 secondes, il restera encore un petit trou. Alors, comment il va l'aborder ce début de plat montant? Allez, il faut remettre du rythme tout de suite pour essayer de revenir au contact. Mettre la pression aux Russes qui est déjà en train d'essayer de maintenir l'écart. Ah, ce serait mérité pour cette équipe d'Allemagne qui pour l'instant, qui va rester l'équipe qui a le mieux tiré aujourd'hui. Seulement 2 balles de pioche pour les 4 relayeurs allemands contre 4 balles de pioche pour cette équipe russe. 6 pour les Biélorusses, vous l'aurez compris, c'était une course de très haut niveau derrière la carabine.
Ah, c'est les Russes qui vont aller la chercher celle-ci. Il aurait fallu qu'il soit en un temps. Navrat, ça aurait été synonyme de fraîcheur physique, de fraîcheur musculaire, mais ce n'était pas le cas. Il a essayé de revenir, c'était bien joué dans le début de tour. Malheureusement pour lui, le Russe a réussi à résister. Et donc on va normalement la garder on va le garder ce podium, cet ordre d'arrivée avec le Russe en tête, l'Allemand en deuxième et le Biélorusse en troisième. Et on parlait de la jeunesse, hein. Il y a de la jeunesse dans cette équipe russe avec Zero Kovostov qui va aller faire ce podium et donc cette victoire avec son équipe. Norvège, France, Russie, c'était le podium des 2 premiers relais de la saison, et Östersund et Orfilsen, c'était inchangé. Bien, les Norvégiens ont sauté, les Français aussi. En revanche, les Russes, ils sont toujours là sur ce podium pour le 3e relais de la saison et ils vont même le gagner. Donc le retour dans ce stade pour Maxime Tsetkov, qui va venir offrir à la Russie une victoire. Vous le voyez, Philippe Navrat est trop loin et ne pourra pas revenir. On a vu Eric Lesser, regardez le dernier tour, les derniers mètres avec du suspense dans les yeux. On a vu également Bénédicte Doll venir checker Alexander Loginov. Ces 2 nations vont se retrouver aux premières places de ce podium, mais avantage à la Russie qui a pu s'appuyer sur le sang-froid de cet homme, Maxime Tsetkov, et les Russes sont premiers, Philippe Navrat, et les Allemands sont deuxièmes. Bien joué de la part de Navrat, il fallait repasser devant Smolski, c'est fait. Le voici, Anton Smolski, le Biélorusse, qui vient donc compléter ce podium inédit depuis le début de la saison. 3e relais et podium inédit. Donc les Biélorusses sont bien là et c'est mérité. 6 pioches seulement pour cette équipe biélorusse. C'est une de moins pour les Italiens. Lucas Sofer arrive, 5 pioches seulement pour cette équipe italienne. Smolski a été légèrement en dessous de son niveau, mais quand même globalement la Biélorussie sur le podium, c'est quelque chose de très fort pour eux. Normalement ils font pas du tout partie de ces équipes qu'on compte comme favorites pour le podium. C'est des outsiders comme les Ukrainiens par exemple. Aujourd'hui ils ont vraiment fait une super course collective. Les Italiens aussi font partie justement de ces équipes d'outsiders. 4e devant la France qui va arriver normalement assez vite sur la ligne d'arrivée avec Quentin. Bravo à la Russie et bravo à Quentin qui a fait notamment un super debout. On va surtout féliciter Emilien aujourd'hui qui avait bien lancé l'équipe de France. Grâce à lui on était remonté sur le podium. Mais ce sera un top 5 finalement, une 5e place pour cette équipe de France avec le leader du classement général Quentin Fillon-Maillet que l'on retrouvera demain avec son dossard jaune sur les épaules. Mais effectivement on a vu des signes encourageants pour demain. Quentin Fillon-Maillet qui vient féliciter donc ce podium. 6e position, l'Ukraine avec Doutchenko qui a bien été décroché par Quentin Fillon-Maillet. C'était déjà le cas à la sortie du tir. Et lui, Eric Lesser à domicile, il va monter sur ce podium. C'est beau pour l'Allemagne, c'est beau pour la Russie, mais quelle pagaille sur ce relais. On va prendre le temps de tout débriefer. L'imbroglio entre la Suède et la Norvège et puis le petit souci de Quentin Fillon-Maillet également sur son tir couché. On décrypte tout juste après une petite pause. On vit le podium en direct et on repart pour 13 heures de direct. La station L'équipe ouvre à 17 h avec notamment Perrine Lafaux. A tout de suite pour la suite de ce très beau samedi. Début de relais dans ces conditions, c'était vraiment étrange pour vous. Ouais, c'était vraiment un départ très étrange. Je suis sorti de la cabine de change et puis j'ai vu ce tableau d'affichage, j'ai vu la Norvège nulle part. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? It was a fight against the time for you. C'était un combat contre la montre en fait pour vous aujourd'hui. Oui, c'est notre seul passage en Coupe du Monde en plus ce week-end, donc je voulais vraiment performer, mais c'était très bizarre. Il va rester dans les annales ce relais. Le protocole n'a pas encore démarré. Alexis, on prend le temps avec Marie de remonter le fil de cette histoire absolument insolite. Ben non, puisque Quentin est avec Tanguy en direct avant d'aller à la cérémonie des fleurs. Ouais, Quentin, la performance collective aujourd'hui de l'équipe de France est moyenne. C'est pas le niveau de l'équipe de France de ne pas être sur le podium d'une Coupe du Monde en relais. Ouais, c'est décevant. C'est clair qu'il
faits de course et tout ça. Et puis bon, voilà, on était bien revenus pour le relais d'Emilien et bon, on a perdu après un peu de temps, donc c'est le jeu. Hein. C'est dommage parce que c'est vrai que bon, au globe pour le relais, il y avait quelque chose à jouer aujourd'hui. Hein. C'est vrai que la Norvège n'a pas mis sa meilleure équipe, donc on a eu des soucis sur le premier relais. Enfin, je sais pas su trop exactement qu'est-ce qui s'était passé, mais il y avait un truc à jouer, donc dommage. Hein. Il y avait encore peut-être la possibilité, selon les circonstances de course, d'aller chercher le podium. Pour vous, vous êtes peut-être un peu précipité sur le pas de tir. Vous avez fait quelques pioches. Ouais, j'ai fait 2 pioches et les 2 dernières, la dernière balle de mon chargeur plus la balle de pioche était un peu précipitée alors que les autres étaient très bonnes. J'ai discuté avec Patrick, donc voilà, bien que j'étais parti un peu vite de mon tir, j'avais presque remis la carasse sur le dos quand j'ai vu qu'il fallait que je prenne les pioches. Donc voilà, c'était le reste de la course était correct, mais pas grand chose à dire de la course de toute manière. C'est toujours compliqué quand on est dernier relayeur, on subit finalement tout ce qui s'est passé avant. C'est une position que vous aimez bien néanmoins? Ouais, pour moi c'était une poursuite. Hein. C'est vrai qu'il faut essayer de chercher les personnes qui étaient devant avec moins de monde sur la piste, hein, finalement, parce qu'on retrouve que des équipes, pas forcément des individualités. Mais voilà, c'est une position que j'aime bien, que j'ai moyennement géré sur le tir couché. Après, j'ai essayé de faire mon possible pour remonter le maximum de place, mais c'était un peu compliqué. Merci. Merci. Avec cette équipe de Biélorussie qui est appelée donc en 3e position, Mikita Labasto, Dmitri Lazouski, Maxime Varabey et Anton Smolski. On a cru même un temps qu'ils allaient la gagner, cette course. Ils étaient en tout cas en tête devant la Russie en fin de course. Malheureusement, ça se sera donc joué sur le pas de tir. 6 pioches toutefois pour cette équipe biélorusse. Très belle performance derrière la carabine aujourd'hui. Et donc un 2e podium cette semaine pour Anton Smolski. Déjà 3e sur le sprint. Il sera donc aux avant-postes dès demain sur la poursuite. Et 3e une nouvelle fois sur ce relais masculin. Smolski qui a craqué sur son tir couché, malheureusement, Marie. Bon, on ne peut pas vraiment dire craquer. Après, le Russe a tiré très bien et très rapidement. Voilà. C'est vrai, il s'est fait déstabiliser, il s'est fait déstabiliser par le Russe surtout. Mais honnêtement, on ne peut pas dire qu'il est craqué, non. C'est vrai. Tout est relatif en même temps avec ce que nous a fait Femling aujourd'hui. On relativise tout le reste. À domicile, applaudi par les bénévoles. On a entendu des applaudissements un peu plus soutenus pour les Allemands, évidemment, qui vont monter sur la 2e marche du podium. Je faisais le comparatif il y a une poignée de secondes avec Anton Smolski, qui monte pour la 2e fois de la semaine sur la 3e marche du podium. Et ben pour Benedikt Doll, c'est également la 2e marche du podium. Lui aussi, pour la 2e fois de la semaine, il a terminé 2e du sprint. Alors lui aussi, il sera très en vue dès demain, en tout cas dès le début de la course, on espère jusqu'au bout pour lui. Benedikt Doll, 2e déjà du sprint, et donc il vient chercher la 2e place avec toute son équipe, Eric Lesser, Roman Ries et Philippe Navrat, qui a essayé jusqu'au bout d'aller chercher Maxime Tsetkov, mais qui doivent donc se contenter de cette 2e place devant les Russes, grand gagnant aujourd'hui. Russie. Est-ce qu'on remonte la cote de la Russie pour les Jeux Olympiques avec ce relais-là? Oui, parce qu'on peut imaginer qu'il y a la tip-off dans ce relais à la place de Tsetkov. C'est vrai que quand on voit les derniers relayeurs s'élancer, on donne l'avantage à la Biélorussie parce que
Smolski, il est classé 10e du classement général, Navrat 22e et Tsetskov, je crois qu'il n'y est même pas sur ce classement général. Je ne sais pas s'il a marqué des points, j'arrive pas à le trouver en tout cas. Il est 50e. Voilà, il est 50e, donc il est assez loin sur ce classement général de la Coupe du Monde. Donc on se dit, voilà, si la logique est respectée, mais ça qui est quand même bien en biathlon, c'est que la logique n'est pas toujours respectée. Et oui, on a une très belle équipe russe avec un super jeune, là, Seroko Vostov, qui fait de belles choses, Loginov qu'on connaît bien, et puis normalement la Tipov qui devrait revenir dans ce relais, lui qui est bloqué actuellement à cause du Covid. Donc,